Merci beaucoup Gwenaëlle. Donc c'est effectivement assez étrange de ne pas pouvoir vous souhaiter aujourd'hui la bienvenue physiquement à l'université pour ce nouveau rendez-vous. Mais en tout cas, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. La situation sanitaire nous impose donc d'innover et de nous adapter pour ce colloque, et c'est ce que nous avons fait avec cette configuration inédite entièrement en ligne. Et si c'est devenu courant pour nos collègues des autres territoires à travers le monde, c'est une première à l'université. Raison pour laquelle je salue tout particulièrement l'équipe d'organisation de cet événement et les équipes techniques qui ont permis de pouvoir tenir ce colloque en version entièrement distancielle. Donc bienvenue dans cet espace virtuel à toutes les personnes connectées et un salut particulier à nos intervenants ce soir ou ce matin en ligne depuis l'Europe. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui autour des collègues du laboratoire TROCA sur la thématique des traces, récits et représentations du cannibalisme en Océanie. Je dois bien vous avouer que le sujet est épineux et je ne savais pas vraiment comment entamer ce mot d'ouverture. Surtout que je suis là très loin de mon champ d'expertise et que je ne souhaiterais pas m'aventurer dans les domaines de mes collègues spécialistes du sujet. Sujet éminemment tabou, y compris au sein du monde universitaire où l'on aime dire qu'il n'y a pas de sujet tabou ou interdit. Ce n'est tout de même pas le thème le plus facile à aborder, qui plus est en Océanie, et j'y reviendrai. En réalité, le sujet est bien plus vaste que l'on pourrait peut-être l'imaginer. En effet, pour commencer très classiquement, avec les définitions, il existe une nuance entre cannibalisme, le fait de se nourrir d'un être de la même espèce, et anthropophagie, spécifique à l'homme. Et dans l'anthropophagie, plusieurs sous-catégories de cannibalisme existent. Le cannibalisme des rituels funéraires qui permettent d'absorber la force vitale, l'esprit ou l'essence du défunt. Le cannibalisme des rites guerriers qui permettent de symboliser la victoire totale sur l'ennemi et ou de s'en approprier sa force. Le cannibalisme de la survie aussi dans les situations les plus désespérées, comme celle décrite par Géricault dans une version auto-censurée du radeau de la Méduse, ou encore celle des malheureux rugbymen de Montevideo, victimes d'un crash dans les années 70. Mais c'est aussi des psychopathes lors des faits divers particulièrement sordides qui reviennent régulièrement dans les médias et qui inspirent abondamment le cinéma et les séries télé. Nous sommes donc bien en présence d'un sujet particulier, du moins pour le grand public, tant il exerce une attraction, répulsion chez la plupart d'entre nous et suscite à la fois curiosité et rejet. Il s'agit d'un sujet qui a surtout été prétexte à la fabrication de préjugés et de stéréotypes tenaces envers les Océaniens. Avec l'arrivée des Européens en Océanie, se développent des mythes et un imaginaire sur les peuples nouveaux rencontrés par les navigateurs français, anglais, allemands. Ils fabriquent alors, au gré de leur voyage, ce que l'on peut apparenter aux premières fake news, en ramenant vers le vieux continent des récits et des images de voluptueuses vanillées et de féroces cannibales, des images et des figures qui ont stimulé l'imaginaire européen à l'époque où le mythe du bon sauvage ferait florès. Cette imagerie des mers du Sud a fait l'objet d'une exposition de référence au Musée national de l'histoire de l'immigration et d'un reportage que NC Première a intitulé « Cannibales et vanillés », qui abordait le sujet pour le grand public il y a quelques années. Quelques années à peine après le massacre de la Saint-Barthélemy, à des Occidentaux horrifiés par l'imaginaire de ces peuples cannibales, Montaigne avait rappelé en son temps que leur émoi était à géométrie variable. En effet, les Européens, qui pratiquaient largement la torture et le massacre, n'avaient rien à envier en matière de barbarie à ces peuples nouvellement rencontrés, bien au contraire. Hélas, sa dénonciation des préjugés ethnocentristes des Européens n'a pas forcément empêché cet imaginaire dégradant de prospérer, relayé dans l'œuvre de Georges Bodoux et jusqu'à un certain album d'Hergé. Ce colloque Traces, récits et représentations du cannibalisme en Océanie, organisé par l'équipe de recherche TROCA, équipe composée de chercheurs en langue, littérature et sciences humaines, a donc pour ambition de traiter le sujet de façon rationnelle et sourcée, comme l'on dit. L'objectif est donc d'une part de rouvrir un dossier sensible, celui de l'histoire de l'anthropophagie en Océanie, qui a fait l'objet de nombreuses études et de fortes controverses dans la seconde moitié du XXe siècle. Nous sommes alors passés d'une surreprésentation du cannibalisme. À l'époque coloniale, les Européens voyaient des cannibales partout en Océanie,
à une négation du phénomène. À partir de la décolonisation, les cannibales deviennent une invention visant à ensauvager les peuples autochtones et à justifier la présence coloniale. D'autre part, l'objectif de ce colloque est également de faire le point sur les avancées de la connaissance scientifique accomplies ces 20 dernières années sur ce sujet, en Océanie, et de sortir de cette opposition binaire entre réalité ou non du cannibalisme. La volonté de l'équipe est donc de revenir à ce qui est essence même du travail de chercheurs, les sources. Quand on parle d'anthropophagie en Océanie, de quoi parle-t-on exactement? Quels sont les documents, les récits, les fouilles qui confirment, infirment ou nuancent l'existence et les modalités de ces pratiques? Comment analyser, déconstruire, contextualiser et proposer une lecture dépassionnée et scientifique de ces sources? Pour atteindre ces objectifs, les collègues de Troca ont fait appel à des chercheurs venant d'horizons et de disciplines différentes. France, Australie, Belgique, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie seront représentés au cours de ces 18 communications, représentant 8 laboratoires de recherche participant à ce colloque. L'archéologie, l'anthropologie, l'histoire et la littérature seront au cœur des séances de travail pendant lesquelles il est attendu un dialogue dépassionné et rationnel, sortant des schémas politisés, empathiques et néocoloniaux qui ont trop souvent caractérisé les débats sur le cannibalisme. Finalement, pour nous, universitaires, il s'agit de traiter ce sujet comme un autre. L'anthropophagie a existé partout dans le monde et sur tous les continents. C'est son usage par les uns et les autres qui provoque la réserve et même les craintes que l'on peut encore constater aujourd'hui lorsque l'on évoque en Océanie. Établir un nouveau corpus de sources, faire le point sur les méthodologies de la recherche, objectiver le débat. Tels sont les objectifs et les résultats attendus et affichés par mes collègues organisateurs du colloque. Et le sujet étant vaste, sans doute n'en aurons-nous pas fait le tour vendredi midi à l'issue de ce colloque. Mais cela nous donne l'occasion d'imaginer que l'UNC peut aussi donner l'impulsion à une série de nouveaux travaux, de journées d'études ou de manifestations scientifiques à venir, qui mettront encore plus en lien les universités du Pacifique. Non seulement parce que le sujet le mérite, mais aussi parce que certaines aires géographiques ne seront pas traitées lors du présent colloque, comme Hawaï, les Tonga ou la Nouvelle-Zélande, et qui mériteront de l'être ultérieurement. La mémoire océanienne de ces phénomènes pourra être sollicitée. Mais ce colloque n'est pas non plus centré uniquement sur la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il sera tout aussi largement question de Tahiti, des Marquises, des Fidji, des Salomon, de la Tasmanie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Vanuatu. En miroir, par les récits que les Européens ont rapportés, la France et le Royaume-Uni sont bien entendu très présents à travers les communications. Comme nous avons des capacités de publication internes avec nos presses universitaires, que je salue ici, je m'associe aux collègues pour appeler de mes vœux l'édition d'un ouvrage collectif, fruit de ces 4 demi-journées de travaux, et que ce colloque suscitera d'autres manifestations scientifiques autour d'un sujet qu'il convient de dépassionner, de démystifier. Avant de terminer ce mot d'ouverture, je voudrais vous encourager vivement à venir participer à nos prochains événements scientifiques reprogrammés dans le cadre de la situation sanitaire. Il s'agit tout d'abord dès la semaine prochaine du colloque OSS sur l'observation spatiale qui aura lieu en présentiel et en distanciel à l'université et à l'IRD. Également la Nuit de la Science qui se tiendra le mercredi 10 novembre prochain avec une formule revisitée faite de mini-conférences en présentiel et en distanciel à l'université. Et le retour de nos ciné-débats empreintes sur la biodiversité les 18 et 25 novembre prochains. Vous trouverez bien sûr toutes ces informations sur le site de l'université. Enfin, pour terminer, je veux saluer et remercier une nouvelle fois les collègues Yann Bévan, directeur de l'équipe Troca, Dominique Barbe et Gwenaëlle Murphy pour l'organisation de cet événement, ainsi que le comité scientifique qui a travaillé sur ce projet. Encore un remerciement appuyé aux intervenants qui sont ou seront avec nous à distance depuis l'Europe ou le Pacifique. Et bien sûr, enfin, je remercie nos équipes techniques de la communication, de la DEPIL, de Dune, qui ont fait un travail remarquable pour promouvoir et accompagner tous nos événements. Je vous souhaite à toutes et à tous de très fructueux travaux et je vous remercie. Merci. Donc, je suis très heureux de pouvoir partager ce moment important avec vous aujourd'hui.
la présidente de l'université, Mme Riss, que je tiens à remercier, et toute l'équipe pour sa présence et pour son soutien, a rappelé dans son propos l'importance de la perspective et de l'analyse historique dans la construction et la déconstruction des clichés et stéréotypes dont une société hérite du passé et dans la réception et la perception de l'altérité au sein d'une même société. Le présent, et pas seulement le présent calédonien, nous ramène à l'importance de pouvoir poser un regard critique et dépassionné sur les questions qui nourrissent les problématiques contemporaines, en utilisant des méthodologies propres à la recherche en sciences humaines et sociales, et en les nourrissant, si possible, de nouveaux outils. Ces principes s'appliquent donc à la manifestation qui nous intéresse aujourd'hui. Ce colloque est une contribution de l'équipe et de tous les participants à une meilleure connaissance du passé sur un sujet qui continue aujourd'hui à diviser non seulement la société calédonienne, mais aussi, et plus généralement, les sociétés océaniennes, et à générer de l'incompréhension à travers récits, réceptions, perceptions divergentes, voire antagonistes. Ces perceptions et réceptions de l'histoire, les récits et témoignages sur lesquels elles se fondent, doivent être, par-delà les stratégies discursives, examinées à l'aune des faits, puisqu'elles jouent un rôle essentiel dans la définition des identités de soi et de l'autre. Je ne prétendrai pas ici être un spécialiste de la question d'anthropophagie. Il reviendra légitimement à Dominique, qui est un des deux porteurs scientifiques de la manifestation, d'entrer plus avant dans le détail après moi. Comme cela a été rappelé, ce colloque est fondateur d'ambition. Et il traduit aussi la capacité de l'université, de l'équipe Troca et de l'ensemble des participants à s'adapter aux circonstances défavorables que nous traversons aujourd'hui pour continuer à faire vivre et à faire progresser la recherche. La rapidité avec laquelle les organisateurs et les équipes techniques de l'UNC ont permis de faire basculer la manifestation en tout numérique, afin d'éviter un report toujours aléatoire, sans pour autant que soit altérée la qualité des contenus, représente une grande satisfaction. Je souhaite ainsi saluer leur travail, leur réactivité, la remarquable énergie qu'ils ont déployée, afin que les objectifs puissent être atteints. Bien sûr, il nous reste le regret de ne pas pouvoir vous accueillir physiquement, et de vous offrir la convivialité qui accompagne d'ordinaire nos manifestations. Mais, ainsi que le soulignait la présidente et également Gwenaëlle en avant-propos, ce colloque n'est pas une fin en soi, c'est une autre de ses ambitions, puisque, outre le fait d'être probablement le premier colloque entièrement dématérialisé à l'UNC, il ouvre aussi la voie à d'autres travaux sur la même problématique, en explorant de nouveaux corpus de sources qui demandent à s'élargir aux aires qui n'auront pas été abordées durant ces 4 demi-journées. C'est donc bien là le cœur du travail d'une équipe de recherche en sciences humaines et sociales que d'aborder de front les problématiques potentiellement conflictuelles et, en lien avec la société civile, avec les communautés du pays, les autres équipes de recherche, d'apporter des approches novatrices et des analyses contribuant à faire avancer une réflexion partagée et fondée sur des arguments scientifiques irréfutables. Mais chacun ne peut le faire dans son coin, enfermé dans sa discipline, sans tenir compte de l'apport de l'autre. Il s'agit de prendre en compte les questions dans leur globalité, en tenant compte des aspects anthropologiques, historiques, sociologiques, géographiques, linguistiques et éducatifs, en tenant compte d'expériences exogènes susceptibles d'enrichir le débat et en remplaçant celui-ci dans son contexte océanique. Ces enjeux font partie de l'ADN de Troca. Troca est une très jeune équipe, même si les poils et barbes blanches de certains peuvent faire accroire au contraire. Elle est née en fin 2017, après une incubation de quelques mois, et affiche clairement sa vocation et son identité pluridisciplinaire, puisqu'elle regroupe pas moins de 9 sections CNU, des sciences humaines et sociales, langue et littérature comprises. On sait combien l'exercice peut être compliqué, et je pense que je m'adresse à des convaincus, puisque l'habitude de pratique tubulaire par discipline peut aussi créer des forces centrifuges conduisant à la dispersion, à l'incompréhension, au final à une collection de travaux individuels et non à un véritable travail de réflexion collective. D'une certaine manière, la problématique qui est posée à une équipe pluridisciplinaire reflète celle à laquelle répond ce colloque, puisque les 18 communications proposées par les participants permettent d'agréger 8 laboratoires représentant des disciplines aussi diverses que l'archéologie, l'anthropologie, l'histoire et la littérature. Cette complémentarité est pour nous gage d'échanges fructueux et enrichissants, tant sur les plans conceptuels que méthodologiques. Depuis bientôt 5 ans maintenant, Troca contribue à la recherche en sciences humaines et sociales en Océanie, par le biais notamment de ses collaborations, séminaires internes, journées d'études et précédents colloques organisés ou co-organisés par l'équipe, ainsi que par des publications, monographies, ouvrages collectifs, collection LANI créée en partenariat avec ERALO, l'autre équipe de sciences humaines et sociales de l'UNC, collection créée au PULC depuis 2019. Des chercheurs extérieurs et ou associés à l'équipe ont systématiquement été invités à participer à ces travaux, et nous avons pu mesurer combien les contributions des uns et des autres pouvaient entrer en résonance sur des thèmes communs, et combien l'approche combinée et concertée des méthodologies pouvait ouvrir des pistes de réflexion passionnantes
susceptibles de déboucher sur des projets extrêmement concrets. L'expérience de Troca est donc riche d'espoir et d'attentes auxquelles nous ne saurions nous dérober. À ce titre, je précise que les actes du colloque pourront être publiés très rapidement, si vos communications sont prêtes, la direction de l'équipe ayant fait en sorte que les financements puissent être disponibles pour une publication dans le premier semestre 2022, dès lors que la convention d'édition sera signée. Le colloque que nous ouvrons aujourd'hui illustre donc également la fécondité de cette pluridisciplinarité fondée sur le dialogue entre disciplines et le dialogue avec les acteurs institutionnels et de terrain. Cette démarche pluridisciplinaire, Troca l'applique non seulement en interne, mais aussi bien sûr dans sa relation avec les autres équipes de recherche, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et au-delà des murs de celle-ci. Et je tiens à remercier tous celles et ceux qui sont venus parfois de loin, même si c'est de manière virtuelle aujourd'hui, pour apporter leur contribution à nos débats sur ces 4 demi-journées. Le tableau serait incomplet si, évidemment, je n'associais pas, dans cette complémentarité féconde, portée à l'occasion de ce colloque par les historiens de l'équipe, toutes les composantes de l'université qui ont joué leur rôle pour assurer le succès de cette manifestation. Merci donc aux équipes administratives, à la DEPIL, à la DARED, aux équipes techniques audio et visuelles, à la DSI, à la communication, sans lesquelles le travail des enseignants-chercheurs de cette équipe ne pourrait aboutir. Et il me reste à vous souhaiter à tous un excellent colloque et des échanges riches et passionnants. Merci. Bonjour et bonsoir à tous. Donc, je remercie également les responsables de l'UNC, en particulier Madame la Présidente, le directeur de Troca, pour nous avoir laissé faire ce colloque, qui au départ a posé quelques problèmes de compréhension, parce que c'est toujours un peu risqué comme sujet. Je vous remercie aussi d'être venus, de vous être connectés. J'espère, et c'est le souhait de Gwenaëlle également, qu'on ne vous perdra pas en cours de route pour des problèmes de connexion, parce qu'on est quand même un peu inquiets. Et puis, nous serons très satisfaits si, au bout de 2 jours, vous repartez avec l'idée que rien n'a été résolu durant ce colloque. Voilà, donc, je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc, l'idée de ce colloque est venue d'un constat très simple. Les sources de police et de justice sont d'une grande pauvreté et d'un laconisme extrêmement troublant sur un événement précis. Sur un, je cite, festin cannibale se déroulant à Gatop, près de Vaud, en Nouvelle-Calédonie, en 1865. Or, cet événement est présenté comme assuré dans une abondante littérature dès l'époque où il s'est déroulé et jusqu'à aujourd'hui. Tout se passe comme si la disparition d'un homme sur une grève, après une avarie de navigation, signait le forfait cannibale des habitants du lieu ou de leurs voisins immédiats. Quelques témoignages, dits oculaires, qui sont des témoignages évasifs, stéréotypés, suffisent à crédibiliser définitivement l'affaire. Pourtant, si on part de la source première, celle qui a été photographiée sur l'affiche et sur le visuel du colloque, on s'aperçoit que ce fait divers n'a de fondement que la rumeur, étayée par la certitude reprise à toutes les époques que 2 mondes s'opposent, celui des Occidentaux venus apporter la civilisation et pour qui l'anthropophagie est impensable, voire indicible, et celui des sauvages aux pratiques anthropophages avérées, et qui de plus sont polygames, esclavagistes et parfois même communistes. Autant de marques d'une dépravation qui contraste avec l'état du bon sauvage de Bougainville et des Lumières. Ce constat fait, il nous a semblé intéressant, pour ne pas dire nécessaire, non pas de discuter sur la réalité du cannibalisme en Océanie, maintes fois débattue, sur les justifications ou les raisons d'une pratique ici et là confirmée, et encore moins de revenir sur les débats qui ont marqué la fin du XXe siècle, mais de reprendre certaines sources en les plaçant dans leur contexte, en les éclairant, en montrant leurs limites ou au contraire leurs richesses, puis de voir quelles traces ces sources ont laissées dans les mémoires et les récits ultérieurs. À partir de là, on cherchera à montrer comment se fait l'exploitation de récits cannibales et la postérité de ces récits lorsqu'ils sont mis au goût du jour et parfois lorsqu'ils entrent dans le domaine de la littérature. Une chose est certaine, et nous allons sans doute en parler durant les 4 journées de demi-journée de ce colloque, il n'y a pas de volonté ici de valoriser ou de dévaloriser a priori tel ou tel type de document, mais bien au contraire de procéder, peut-être pour la première fois sur ce sujet, à une approche transdisciplinaire afin de compléter les données et les méthodes d'analyse. Ainsi, le document archéologique peut venir en renfort à l'histoire et le document historique servir à la littérature, par exemple. Mais il est bon de rappeler combien le cœur du sujet, le cannibalisme, prend un relief très particulier en Océanie, réputé depuis l'entrée des navigateurs dans la région
être un semi-île peuplé d'anthropophages. Pendant les 2 premiers siècles de la présence occidentale, moment où le Pacifique est un véritable lac hispanique, on conçoit l'Océanie comme un prolongement de l'Amérique. Les 2 mondes sont d'ailleurs peuplés d'Indiens, en contact à l'époque des Incas, d'après Pedro Sarmiento de Gamboa, 1532-1592. Parlant de certains d'entre eux vivant sur la côte de l'actuel Brésil, Montaigne avait disserté sur leur pratique anthropophage. Il avait déjà posé la question, le sauvage, le sylvaticus en latin, c'est-à-dire l'homme des bois, qui dévore son prochain, est-il plus barbare que le soi-disant civilisé qui le torture et le tue de façon horrible au nom de la civilisation et d'une religion? Et l'humaniste philosophe, témoin des guerres de religion, concluait, après avoir donné quelques détails ethnologiques, je cite, « Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais n'ont pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. » D'emblée, se posait donc aux hommes qui découvraient ces coutumes anthropophages chez les autres, en oubliant qu'elles avaient toujours existé en Occident, le problème de la justification. Montaigne le résolvait en faisant du banquet anthropophage un acte de partage. Ce partage du corps entre les présents ou entre les présents et des absents ne pouvait qu'évoquer aux hommes de son temps plongés dans les luttes religieuses que l'Eucharistie catholique. Les protestants avaient en effet beau jeu de remarquer que leurs adversaires papistes, sans être des anthropophages, étaient des théophages, puisqu'en recevant l'Eucharistie, ils prétendaient recevoir le corps et le sang du Christ. La question embrouillée par les points de vue des uns et des autres ne quitte plus désormais l'esprit des Européens partis à la conquête du monde, surtout que les marches des terres, par eux connues, sont toujours potentiellement peuplées d'êtres à peine humains, mais pratiquement toujours anthropophages. Ces Scythes, ces cynocéphales, ces habitants de Gog et de Magog et autres, qui hantent les œuvres des géographes de la fin du Moyen-Âge, qui sont souvent largement illustrés, montrent des images où ces individus sont en action. Le livre des merveilles du monde de Jean de Maindeville, mort en novembre 1372, en est rempli. Il offre cependant une particularité par rapport au précédent. Beaucoup d'anthropophages, pour ne pas dire la quasi-totalité, sont des insulaires qui vivent nus, au milieu d'une nature luxuriante et au large de l'Asie. Aussi, quand les voyageurs arrivent en Océanie, ne sont-ils pas très surpris de retrouver des indigènes mangeurs d'hommes? En 1568, Alvaro de Mendeña, le premier explorateur de la région pour qui on a une relation écrite assez détaillée, se voit offrir le bras d'un jeune garçon avec la main par un chef cannibale de Santa Isabel aux îles Salomon. Il le fait aussitôt enterré sous l'œil peiné de ceux qui l'avaient apporté. Mais devait-il manger le morceau choisi? Rien n'est certain. Seul s'exprime dans la narration qui est faite de l'épisode que le ressenti de l'Européen. L'image du bon sauvage décrite par Bougainville, un siècle et demi plus tard, sera vite mise à mal par le récit que Cook fait de sa première rencontre avec les Maoris en octobre 1769. Même Larry Hoy et Prince Tupaya, un Rayatéen embarqué avec lui à Tahiti, a du mal à comprendre ses lointains cousins perdus dans les mers du Sud depuis 2 bons siècles. Et il interroge « Comment peut être mangeur d'hommes, la chair de ce dernier ne pouvant nourrir que les dieux ?» Le récit de Cook lors de son premier voyage, puis celui de son second voyage, durant lequel en novembre 1773, il assiste à une scène de cannibalisme que sa curiosité a provoqué à bord même de son navire le Résolution, ne convainc en tout cas pas les esprits éclairés de son temps, lecteurs avides de récits de voyage. L'opinion de Voltaire prévaut. Les anthropophages, dit Voltaire, sont beaucoup plus rares qu'on ne le dit. Il faudra d'autres relations et des disparitions fameuses, à commencer par celle de Marion Dufresne et de certains de ses hommes, pour que l'Europe reconnaisse la réalité. Les îles du Pacifique, pas toujours aussi paradisiaques que cela, et souvent couvertes d'une dense et sombre végétation, sont remplies de cannibales prêts à s'entre-dévorer et à dévorer l'étranger. Peut-être cette idée qui s'impose peu à peu explique en partie la différence entre les récits de James Cook découvrant le nord de la Nouvelle-Calédonie et celui de François Bruni d'Entrecasteaux décrivant la même région 20 ans plus tard.
Entre les deux, les cannibales ont fait leur apparition et s'imposent dans l'esprit des marins et de certains hommes du temps. Le débat des cercles éclairés en cette fin du XVIIIe siècle n'est pas clos pour autant, mais devant l'afflux de témoignages, le doute n'est plus permis. Tout se passe alors comme si les réalités de terrain étaient obscurcies par les débats émotionnels et scientifiques d'une part, idéologiques de l'autre. Des premiers, il faut retenir qu'aux scientifiques européens, philosophes qui n'ont contemplé l'humanité que depuis leur cabinet, comme l'écrira le compagnon de Cook, John Forster, de ces savants fréquentant les académies et les cercles, aussi savants que sédentaires, s'opposent souvent les navigateurs et aventuriers qui ont rencontré des anthropophages ou des témoins qui les ont fréquentés. Les érudits et penseurs sont les premiers à exprimer l'idée que l'intrusion des marins armés est la seule cause réelle d'un cannibalisme vécu comme une réaction des indigènes. Ces derniers ne font que se défendre. L'idéologie pointe son nez. Cette opposition entre deux communautés émotionnelles va durer jusqu'à aujourd'hui avec des formes différentes et sans qu'on puisse établir une généalogie claire et facile entre les différents courants de pensée des auteurs. Ce qui est certain, c'est que le terrain semble se dérober souvent sous ceux qui s'emparent de la question maintes fois débattue du cannibalisme. La polémique atteint son acmé peu après la grande vague de décolonisation de l'Afrique et de l'Océanie, avec l'ouvrage de William Arendt's The Man-Eating Myth, Anthropology, Anthropophagie, paru en 1979. Elle fut vive chez les anthropologues, beaucoup moins chez les historiens cependant, puisque Arendt allait dans leur sens en confirmant la faible crédibilité de la majorité de la documentation historique sur la question. L'ouvrage provoqua débat et remous et une intense production d'articles, de livres et de communications. Les prises de position furent multiples. Celle de Ganath Obeksekere resta célèbre. Le post-colonialisme en vogue aux États-Unis puis en Europe ne fit que compliquer les débats sur l'anthropophagie. Mais ceux qui ont le plus écrit, ceux qui ont pris position, ont-ils vérifié leurs sources? Les ont-ils confrontés les unes aux autres? Ont-ils cherché à les contextualiser, à établir des liens les unes avec les autres à travers une géographie, une chronologie fine? Bref, ont-ils fait ce travail d'artisan qui doit être celui de l'historien, si on en croit notre maître à tous, Marc Bloch? Quand je dis tous, c'est nous les historiens. Tel sera le but de ce colloque. Essayez de voir que l'archéologue, l'historien, l'anthropologue, l'historien de la littérature et d'autres disciplines peut retenir des traces archéologiques difficiles à interpréter et des écrits parfois très laconiques et très orientés sur le cannibalisme en Océanie. Le sujet ne rend pas la chose aisée. Personne n'est indifférent à l'acte de manger son semblable, mais ce qui le rend plus difficile est l'espace envisagé, son histoire et la place qu'occupe l'anthropophagie dans les mémoires collectives. L'Océanie a été colonisée tardivement et avec une certaine réticence liée à ses distances et à ses différences physiques avec le monde Atlantique Nord. Plusieurs facteurs ont finalement imposé à cet espace le même sort que l'Afrique en particulier. Les progrès techniques qui permettent une navigation plus rapide et plus sûre, le jeu des impérialismes, surtout lorsque le Second Reich s'intéresse au Pacifique, et la seconde révolution industrielle qui crée de nouveaux besoins en matières premières, à commencer par le copra, le guano, le phosphate et le nickel. C'est donc tardivement que les puissances coloniales sont apparues dans la région. Elles étaient porteuses de ce qu'elles considéraient comme la civilisation, sans toutefois prendre complètement le relais des missions religieuses, dépositaires d'un idéal en partie semblable et qui était sur le terrain avant elles. Dans cette optique, pour les uns et les autres, l'anthropophagie était le comble de la barbarie et l'acte justifiant la subordination des coupables pour leur bien propre. On devait traiter ces derniers comme de grands enfants turbulents qu'un régime de pensionnat allait rendre plus dociles à une éducation bienfaisante. La réalité a démontré au contraire que beaucoup nourrissant une réticence plus ou moins forte aux colonisateurs se sont manifestés. Or, parmi les armes employées par les indigènes face aux Blancs, le cannibalisme a sa place. Non que les premiers furent mangés par les seconds, mais parce que les seconds utilisèrent la peur quasi atavique que les premiers avaient de l'anthropophagie. Comme l'enfant occidental, encore aujourd'hui, apprend la peur du loup, remplacée dans notre monde moderne par celle d'autres animaux mangeurs d'hommes comme le requin ou le crocodile,
Le jeune missionnaire ou le jeune soldat envoyé en Océanie avait une peur secrète, viscérale, irrationnelle du cannibalisme, que le prétendu cannibale ou l'indigène étiqueté tel avait beau jeu d'entretenir. Aussi est née chez les Océaniens une véritable mythologie de l'ancêtre anthropophage, accompagnée d'une géographie de ce type de gastronomie insolite. Nous aurions aimé réunir une table ronde les descendants de ces Océaniens capables de nous éclairer sur ce phénomène. Entendre la voix de ceux dont les ancêtres étaient passés pour cannibales, voir les traces laissées par cette pratique supposée dans les langues en particulier, à défaut des esprits, nous semblait essentiel. Le projet a vite été vidé de son contenu par une réserve générale des intéressés. En parler est, semble-t-il, très difficile dans une société qui, comme toutes les sociétés océaniennes, cultive la réserve et le secret et qui a une perception du temps historique différente de la nôtre. Sur ce point, notre colloque arrive peut-être trop tôt, surtout en Nouvelle-Calédonie, pays aujourd'hui à la croisée de son destin. En Océanie, dernier continent à vivre la décolonisation, qui n'a commencé qu'en 1962 avec l'indépendance des Samoa, l'année même où se termine la colonisation africaine avec l'indépendance algérienne, on appréhende mal ce que les Occidentaux appellent l'histoire. La temporalité n'est pas la même. L'histoire en Océanie, faite par les Océaniens, s'égrène en généalogie et en récits qui ne sont jamais linéaires ni datables. La trame historique est construite en un propos discursif, quand ce n'est pas répétitif, un peu à l'image des nattes de Pandanus ou d'autres végétaux dont les fibres se tissent en des figures géométriques régulières mais non identiques. Elles ont un sens, mais leur trame et leur disposition et de leurs motifs échappent aux références des Occidentaux, principalement iconographiques. Par ailleurs, le présent et le passé se mêlent étroitement. Il ne s'agit pas seulement d'une confusion entre histoire et mémoire que l'on retrouve partout, mais d'une réactualisation constante du récit historique et mémoriel en fonction des événements du moment, ce que ailleurs on appelle le présent. Si on ajoute à cela une habitude de rétention des informations historiques et autres, pour préserver les quelques pans de culture que le flux humain, religieux, puis colonial faisait disparaître au XIXe siècle, on comprend la difficulté de parler de ce qui s'est passé et encore plus de rationaliser le discours au sens où nous l'entendons. Enfin, il existe une dernière difficulté, l'insularité. Celle-ci se traduit par la certitude d'une originalité que l'étranger de l'île ne peut pas comprendre. On a pu en saisir la portée dans la très longue et très mouvementée histoire récente du Brexit. Dans ces conditions et dans un contexte de conflit idéologique pas partout éteint, il a été facile de présenter la science historique, fille d'Hérodote et de Thucydide, comme un pur produit occidental, ignorant l'histoire des colonisés et sa possible lecture. L'histoire devenait l'épistémé des colonisateurs, utilisée pour faire disparaître toute différence culturelle dans les territoires multiples de leurs empires, faire apprendre aux colonisés nos ancêtres les Gaulois, sûrement coupeurs de tête et peut-être pour certains anthropophages à certains moments, a servi d'argument non seulement aux colonialistes, mais également à des spécialistes des sciences humaines proches, pour ne pas dire en empathie avec leur terrain. L'histoire réduite à l'étude du passé des Occidentaux et au mieux de leurs voisins immédiats se voyait donc interdire l'accès d'une grande partie de l'Océanie. Du coup, sans en être totalement exclue, elle voyait son audience fragilisée, surtout qu'elle avait été souvent confondue avec la mémoire. L'archéologie semble avoir échappé à cette évolution. Science occidentale et longtemps discipline au service de la genèse de la nation, elle fut soumise aux impératifs de la colonisation, donnant parfois, par des traces exhumées et jugées justificatrices, un alibi à la domination de l'autre. L'histoire de l'archéologie au Maghreb ou au Proche-Orient au XIXe siècle est remplie de cette nécessité de retrouver le passé romain, ou mieux, les traces de l'Éden en Mésopotamie, sans même voir les autres horizons archéologiques. Mais plus proche des sciences dures, et à ce titre à l'abri des critiques, elle a pu apparaître dans les sociétés orales comme une façon de concilier savoir indigène sur leur passé et l'histoire des autres, en particulier celle des Occidentaux. Et tout naturellement, on lui accordait le même crédit pour le cannibalisme. Elle livre encore pour beaucoup la trace indiscutable de la présence cannibale qui a imprimé la marque de ses dents sur l'os de sa victime. On verra que les choses ne sont pas si simples et que les archéologues contemporains
sont beaucoup plus circonspects que leurs prédécesseurs et que le grand public pour tirer de telles conclusions. Ce colloque est donc une opportunité pour tenter de revenir à une perception du cannibalisme plus sereine et surtout moins politique. C'est aussi l'occasion de profiter de nouveaux champs historiographiques actuellement très féconds, comme l'histoire des sciences et des savoirs, et surtout l'histoire des émotions. Il devrait permettre de briser les idées toutes faites et les opinions erronées, surtout dans nos îles longtemps présentées comme des terres de cannibales plus que de vainés. En revenant sur les traces, en reprenant les récits et en suivant l'évolution des représentations du cannibalisme, nous allons essayer de faire un point sur l'étude actuelle de cette pratique. Il manquera bien sûr, et nous le regrettons encore, la voix des Océaniens. Espérons que nos échanges ouvrent à ces derniers assez de raisons pour libérer la parole. Et tentons donc de montrer que si l'on porte une attention soutenue aux sources et à la façon de les exploiter, on parvient à sortir d'une vision qui est plus sentimentale que rationnelle. Je remercie à nouveau tous les communicants venus de la plupart des sciences humaines pour nous aider à reprendre un dossier souvent ouvert et aujourd'hui de le faire dans l'objectif d'éclairer plus ce discours et sa fabrication que la réalité du phénomène documenté par des milliers de pages. J'espère que le fil raide sur lequel nous nous engageons pendant 4 demi-journées ne sera pas l'occasion de faire revivre de vieux démons, mais apportera un regard renouvelé sur un aspect de la question souvent oublié, les sources.